Décembre 2025 n'a pas clos une année. Il a ouvert, au Sahel, une cadence sans trêve. En moins de 30 jours, plus de 40 opérations coordonnées ont parcouru forêts et corridors frontaliers, tandis que près de 80 missions aériennes appuyaient le sol et que certains axes restaient praticables plus de 15 jours. Si des marchés rouvrent, si les désertions chutent d'environ 60%, que dit ce basculement sur la doctrine d'initiative permanente assumée par Ibrahim Traoré? Reste une question. Combien de temps tenir pour transformer l'effort en avenir durable? Cette analyse propose une chose précise: comprendre ce que change réellement une stratégie fondée sur la continuité et ce qu'elle exige en retour. L'enjeu n'est pas seulement militaire, il touche à la capacité d'un État à durer sans s'épuiser, à rassurer sans promettre l'impossible, à transformer l'effort quotidien en sécurité vécue. Derrière les chiffres de décembre 2025, il y a une équation simple et risquée. Plus le rythme est élevé, plus la moindre rupture coûte cher. Pour le Burkina Faso, la question n'est donc pas de savoir si l'initiative permanente fonctionne à court terme, mais si elle peut devenir une norme soutenable pour les forces, pour l'économie locale et pour la population civile. Le pari porté par Ibrahim Traoré repose sur cette tension: remplacer l'attente par l'action sans que l'action n'use ce qu'elle protège. C'est cette ligne fragile entre efficacité et endurance que ce récit va suivre, chiffres, terrain et conséquences à l'appui. Plus de 40 opérations en moins de 30 jours, soit une action en moyenne toutes les 17 heures. Ce chiffre ne décrit pas seulement une intensité militaire inhabituelle, il révèle un basculement doctrinal précis. Au Burkina Faso, décembre 2025 marque le passage assumé d'une défense d'attente à une défense de mouvement continu, pensée comme un rythme plutôt que comme une succession de batailles. Pendant des années, la stratégie dominante reposait sur la protection ponctuelle, la sécurisation temporaire et l'espoir que le temps affaiblirait les groupes armés. Or, cette logique a montré ses limites. L'attente laissait des vides. Les vides devenaient toutes des refuges, et ces refuges se transformaient en points de départ pour de nouvelles attaques. Le changement observé à la fin de 2025 s'inscrit contre cette inertie. Il part d'un postulat simple: dans un conflit asymétrique, le temps est une ressource stratégique et celui qui l'abandonne perd l'initiative. La doctrine mise en œuvre repose sur trois piliers étroitement liés. D'abord, la répétition. Les forces avancent, se retirent brièvement, puis reviennent sur les mêmes zones afin d'empêcher toute réorganisation adverse. Ensuite, la synchronisation. Les unités terrestres et aériennes agissent selon une horloge commune, réduisant les délais entre observation, décision et action. Enfin, la permanence. Il ne s'agit plus de libérer un espace pour le quitter, mais d'y rester suffisamment longtemps pour que l'adversaire perde ses repères. C'est dans ce cadre que la vision portée par Ibrahim Traoré prend sens. En privant les groupes armés du temps nécessaire à la peur et à la surprise, la stratégie vise autant le moral que le terrain. Le rythme imposé cherche à transformer la fatigue d'un peuple en confiance progressive, en montrant que la présence de l'État ne disparaît plus après le passage des colonnes. Ce mini-révélateur éclaire la suite du récit. Décembre 2025 n'est pas un pic isolé, mais le point de départ d'un changement structurel dont les effets, positifs ou risqués, se mesurent bien au-delà du champ militaire. Sur le terrain, ce changement de rythme n'est pas resté abstrait. Il a pris le visage de soldats, de volontaires civils et d'habitants confrontés à une présence désormais continue. Dans l'est du pays, les volontaires pour la défense de la patrie ont joué un rôle charnière dès les premiers jours. Connaissant les pistes secondaires, les points d'eau et les zones minées, ils ont ouvert des chemins que les cartes officielles ne décrivaient plus. Leur action a permis aux unités régulières
de pénétrer des espaces longtemps considérés comme inaccessibles. Dans un village repris à plusieurs reprises en l'espace de 2 semaines, un sous-officier résumait la logique nouvelle en quelques mots simples. Il ne s'agissait plus de défendre un point, mais de maintenir une idée, celle d'un lieu qui reste vivant. Cette approche a produit des effets rapides. Les colonnes militaires ne disparaissaient plus pendant des semaines. Elles revenaient parfois après quelques heures, parfois après un jour, suffisamment souvent pour empêcher toute réinstallation adverse. Pour les populations locales, l'impact a été immédiat et perceptible. Des routes rouvertes ont cessé d'être de simples couloirs militaires pour redevenir des axes de circulation civile. Les marchés, longtemps silencieux, ont recommencé à attirer vendeurs et acheteurs. Le bruit des moteurs, autrefois associé à la fuite ou à l'alerte, est progressivement devenu un signe de protection et de continuité. Cette présence répétée a aussi modifié le lien entre civils et forces armées. L'armée n'était plus perçue comme un visiteur ponctuel, mais comme un acteur durable du territoire. Cette dimension humaine constitue l'un des premiers effets tangibles de la stratégie encouragée par Ibrahim Traoré. Faire de la constance un outil psychologique capable de réduire la peur avant même de neutraliser l'adversaire. Avant décembre 2025, la plupart des opérations de sécurité au Burkina Faso suivaient une logique cyclique connue. Une zone était frappée, sécurisée temporairement, puis les forces se retiraient pour préserver leurs effectifs. Ce retrait créait un vide. Ce vide devenait un espace de réorganisation pour les groupes armés qui revenaient ensuite, parfois renforcés. Chaque succès tactique restait donc fragile, limité dans le temps. Le déclenchement observé début décembre marque une rupture nette avec ce schéma. Au lieu d'attendre la prochaine attaque, le commandement choisit d'imposer l'initiative sur plusieurs régions simultanément. Des colonnes motorisées quittent Kaya, Tenkodogo et Fada dès les premiers jours, convergeant vers des forêts et des corridors frontaliers longtemps considérés comme des sanctuaires adverses. Reconnaissance, assaut, retrait, bref, puis retour sur zone deviennent une séquence répétée sans pause suffisante pour permettre une réorganisation ennemie. La montée en intensité se produit lorsque ce rythme est maintenu dans la durée et sur plusieurs fronts à la fois. Certaines positions sont reprises 2, 3, parfois 4 fois en moins de 10 jours. Cette répétition force les groupes armés à se disperser, à abandonner du matériel et à rallonger leurs itinéraires de fuite. Les routes de repli habituelles se transforment progressivement en pièges. La forêt, autrefois refuge, devient un espace de traque. Dans cette phase, la logique stratégique est explicitement assumée. Ibrahim Traoré insiste sur un principe simple. Chaque opération doit préparer la suivante. Il n'est plus question de victoire symbolique ni de libération ponctuelle, mais d'une continuité destinée à priver l'adversaire de temps, d'espace et de confiance. Avancer pour priver, maintenir pour épuiser. La rémanence de cette séquence apparaît rapidement dans la sphère civile. Lorsque les forces ne disparaissent plus pendant des semaines, les axes routiers restent ouverts plus longtemps. Des convois humanitaires circulent à nouveau. Des marchés locaux rouvrent avant la fin du mois. Le bruit des moteurs cesse peu à peu d'annoncer le danger pour devenir le signe d'une présence durable de l'État. Décembre 2025 ne se lit donc pas comme une série d'opérations isolées, mais comme un flux continu. L'action ne répond plus à l'attaque, elle l'anticipe. La question centrale devient alors évidente. Ce rythme peut-il être tenu sans transformer l'endurance en épuisement? Avant décembre 2025, l'activité militaire souffrait surtout de discontinuité. Les délais entre observation, décision et action laissaient aux groupes armés des marges de manœuvre importantes. Le premier indicateur du basculement est donc le volume opérationnel.
Plus de 40 opérations coordonnées sont menées en moins de 30 jours, soit une moyenne d'une intervention toutes les 17 heures. Ce chiffre ne signale pas seulement une intensité accrue, mais un changement de logique. Chaque action devient un maillon d'une chaîne continue. Ce volume modifie directement le rapport au temps. Les unités reviennent sur les mêmes zones à intervalles courts, réduisant presque à néant les fenêtres de réorganisation adverses. Moins de temps disponible signifie moins de planification possible. L'effet recherché n'est pas l'élimination immédiate, mais l'usure progressive de la capacité d'initiative ennemie. Le deuxième indicateur concerne la coordination interarmes. Près de 80 missions aériennes de surveillance et d'appui accompagnent les forces terrestres sur la même période. Cette intensité traduit une synchronisation accrue entre ciel et sol. Les frappes et les déplacements reposent sur des informations collectées moins de 24 heures auparavant, ce qui réduit les erreurs et limite les actions aveugles. La vitesse n'est pas brute, elle est informée. Le troisième indicateur touche au facteur humain. Les données consolidées montrent une baisse d'environ 60% des désertions par rapport aux périodes précédentes. Contrairement aux craintes initiales, la pression constante n'a pas provoqué d'effondrement moral. La régularité du rythme, combinée à des rotations plus courtes et à des points de ravitaillement avancés, a renforcé la cohésion des unités engagées. Tenir ne signifie plus subir, mais anticiper la fatigue. Pris isolément, chacun de ces chiffres pourrait être trompeur. Ensemble, ils dessinent une transformation plus profonde. Le volume montre l'initiative, la coordination révèle la maîtrise, le moral indique la durabilité. Les statistiques ne sont pas une fin, mais un signal. L'armée ne cherche plus à gagner vite, elle cherche à durer. C'est sur cette lecture que s'inscrit la ligne défendue par Ibrahim Traoré. L'objectif n'est pas de battre des records d'intensité, mais de retirer au danger sa constance. Reste une interrogation que les chiffres seuls ne peuvent y résoudre. Cette cadence peut-elle devenir une norme sans rompre l'équilibre interne à long terme? Face à cette stratégie de pression continue, deux critiques principales reviennent de manière récurrente chez les observateurs et certains analystes militaires. La première concerne l'usure. Selon cette lecture, une armée engagée sans pause réelle risque de s'épuiser plus vite que son adversaire, surtout dans un contexte de ressources limitées. La fatigue accumulée, la tension psychologique permanente et la sollicitation logistique constante pourraient, à moyen terme, fragiliser les unités plutôt que les renforcer. L'intensité dans cette optique serait un accélérateur de vulnérabilité. La seconde objection touche à la stabilité. Maintenir une cadence élevée ne garantirait pas, à elle seule, un ancrage durable de la sécurité. Sans relais civils solides, sans administration réinstallée et sans reprise économique, la pression militaire risquerait de produire un effet éphémère. Les groupes armés, contraints de reculer, pourraient mais simplement attendre une baisse de régime pour réapparaître ailleurs, reproduisant le cycle déjà observé les années précédentes. Ces critiques ne sont pas théoriques. Elles s'appuient sur des précédents régionaux où l'offensive permanente a conduit à une surchauffe des forces engagées. Pourtant, les données observées en décembre 2025 apportent des éléments de réponse partielle. L'usure d'abord ne s'est pas traduite par une chute du moral ou une augmentation des défections. Au contraire, la baisse notable des désertions suggère que la régularité du rythme combinée à des rotations plus courtes a permis d'anticiper la fatigue plutôt que de la subir. Concernant la stabilité, les effets mesurables sur les routes, les marchés et la reprise de certaines activités civiles indiquent que la pression militaire n'est pas restée isolée. Elle a créé des fenêtres d'action pour d'autres acteurs. Certes, ces résultats demeurent fragiles, mais ils montrent que la continuité peut servir de socle.
et non de simples démonstrations de force. La position portée par Ibrahim Traoré s'inscrit précisément dans cette tension. Il ne s'agit pas de nier les risques, mais de les encadrer. La vitesse n'est pas présentée comme une fin, mais comme un outil au service d'une endurance collective. La critique centrale demeure valable, mais les premiers indicateurs suggèrent que, jusqu'ici, la pression n'a pas brisé ce qu'il exerce. La question n'est donc plus de savoir si cette stratégie est dangereuse, mais si elle peut être ajustée avant que ses limites ne deviennent structurelles. Ce point médian ne révèle pas une nouvelle opération ni un chiffre supplémentaire, mais un déplacement de logique. Jusqu'ici, la stratégie pouvait être lue comme une accumulation d'actions rapides. À ce stade, elle apparaît surtout comme une redéfinition de la guerre elle-même, non plus pensée en front ou en victoire ponctuelle, mais en continuité imposée. Le tempo n'accompagne plus l'action, il la commande. Ce basculement change la manière dont chaque acteur perçoit le conflit. Pour les groupes armés, l'imprévisibilité ne vient plus de l'attaque, mais de son absence. Ne jamais savoir quand la pression retombera devient en soi un facteur d'épuisement. Pour les forces régulières, le rythme crée une forme de lisibilité interne. Chacun sait que l'action s'inscrit dans une séquence et non dans un épisode isolé. Cette prévisibilité relative protège autant qu'elle contraint. C'est ici que la lecture portée par Ibrahim Traoré se distingue. La cadence n'est pas présentée comme une démonstration de puissance, mais comme un mécanisme de stabilisation psychologique. En rendant la présence constante, elle cherche à neutraliser l'attente, cette zone grise où la peur se reconstitue. Le milieu du récit marque donc moins une surprise qu'une clarification. L'enjeu central n'est plus de frapper plus fort, mais de durer sans rupture. À partir de ce point, les conséquences ne peuvent plus être évaluées seulement en termes militaires. Elles s'étendent au quotidien, à l'économie, à la perception de l'État, et c'est là que les effets deviennent mesurables pour l'ensemble de la société. Pour l'État burkinabé, la première conséquence tangible de cette stratégie de continuité a été le retour visible de la présence institutionnelle. Là où les forces n'assuraient autrefois qu'un passage ponctuel, la permanence a permis la réinstallation progressive de services administratifs. Dans plusieurs communes de l'Est, des écoles ont rouvert, des agents publics sont revenus et les forces de sécurité ont cessé d'être perçues comme des visiteurs temporaires. Cette visibilité constante a contribué à restaurer une part de confiance, non pas par des annonces, mais par la répétition d'un fait simple. L'État reste même après la fin apparente des opérations. Du côté de l'économie locale, l'effet le plus immédiat a concerné la circulation. La réouverture durable de certains axes routiers, parfois abandonnés depuis des années, a permis la reprise de flux commerciaux élémentaires. Les transporteurs ont pu circuler sans escorte lourde sur des périodes prolongées, réduisant les coûts logistiques et les risques. Les marchés hebdomadaires, longtemps paralysés par l'insécurité, ont retrouvé une activité mesurée mais régulière. Cette reprise demeure fragile, mais elle indique que la sécurité, lorsqu'elle est constante, agit comme un multiplicateur économique plus puissant qu'une stabilisation ponctuelle. Pour la population civile, les conséquences se mesurent d'abord en perception quotidienne. Dans plusieurs villages, les habitants évoquent une transformation du rapport au temps. La nuit n'est plus systématiquement associée à l'alerte et les déplacements diurnes ne sont plus vécus comme des paris. Des familles ont pu se rendre visite sans convoi militaire, renouant avec des liens rompus depuis des mois. Ces changements, apparemment mineurs, ont un poids psychologique majeur. Ils traduisent un déplacement de la peur qui cesse d'être une habitude pour devenir une exception. Le lien civilo-militaire s'est également modifié. Les volontaires locaux, en appui des forces régulières, ont gagné en légitimité auprès des communautés.
Cette coopération a réduit les risques d'embuscade et amélioré la circulation de l'information. La population ne se contente plus d'observer l'action sécuritaire, elle y participe indirectement, renforçant l'idée d'une responsabilité partagée. Cette dynamique correspond à la vision défendue par Ibrahim Traoré, selon laquelle la sécurité ne peut être durable si elle reste externalisée ou intermittente. À l'échelle régionale, enfin, l'expérience burkinabé a suscité une attention croissante. Les pays voisins observent cette doctrine de pression permanente comme une alternative au modèle dépendant d'appuis extérieurs. Sans constituer un modèle exportable tel quel, elle envoie un signal politique. L'endurance nationale peut devenir un levier stratégique. Cette observation prudente ne signifie pas imitation immédiate, mais elle inscrit le Burkina Faso dans un débat plus large sur la conduite des conflits asymétriques au Sahel. Ces quatre niveaux de conséquences dessinent un même fil conducteur. Lorsque la sécurité devient continue, ses effets dépassent le champ militaire. Ils touchent à la circulation, à la confiance et à la projection collective. Reste à savoir comment ces acquis résisteront à l'épreuve du temps. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, la trajectoire ouverte en décembre 2025 peut évoluer selon trois scénarios distincts, tous conditionnés par la capacité à tenir le rythme sans rupture majeure. Le scénario de base repose sur la continuité maîtrisée. Dans cette hypothèse, les forces burkinabées maintiennent la pression sur les zones clés du centre et de l'Est sans accélération excessive ni retrait prolongé. La cadence reste élevée mais stabilisée. Cette situation permettrait d'étendre progressivement la gouvernance civile dans les espaces sécurisés tout en conservant l'initiative militaire. Le principal risque ici n'est pas une défaite brutale, mais une érosion lente, où chaque mois exige le même niveau d'effort que le précédent sans gain spectaculaire. Le scénario optimiste suppose une consolidation structurelle. Si la coordination interarmes continue de se renforcer, si les lignes logistiques restent fluides et si les rotations sont respectées, la pression permanente pourrait produire un effet cumulatif. Des sanctuaires jusque-là instables deviendraient des zones durablement contrôlées. La circulation économique s'élargirait, les administrations locales s'installeraient plus rapidement et l'État pourrait présenter une victoire symbolique. Non pas l'éradication immédiate de la menace, mais la normalisation de vastes territoires. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré disposerait d'un argument fort pour défendre une stratégie fondée sur l'endurance nationale. Le scénario pessimiste, enfin, s'articule autour d'un facteur unique, la fatigue. Si la cadence imposée en décembre ne peut être soutenue, la moindre faille deviendrait exploitable. Les groupes armés pourraient alors réapparaître de manière sporadique, ciblant des axes secondaires ou des zones récemment sécurisées. L'incertitude reviendrait et avec elle la défiance progressive des populations. Ce scénario ne présuppose pas un effondrement, mais une lente remise en cause des acquis par accumulation de micro-revers. Ces trois futurs possibles partagent un point commun. Aucun ne dépend d'un coup décisif, mais d'une discipline prolongée. La question centrale n'est donc pas de gagner plus vite, mais de durer plus intelligemment. C'est dans cet espace, entre rythme et mesure, que se jouera la suite. Au-delà des scénarios stratégiques, cette dynamique touche directement des catégories de personnes souvent absentes des bilans militaires. Pour les habitants des zones rurales, la continuité de la sécurité modifie d'abord les choix quotidiens. Aller au marché, envoyer un enfant à l'école ou se déplacer vers un village voisin cesse d'être une décision exceptionnelle. Ces gestes redeviennent routiniers et c'est précisément cette banalité retrouvée qui signale un changement profond. La sécurité n'est plus perçue comme un événement rare mais comme une condition de fond. Pour les familles
de soldats et de volontaires, l'effet est différent mais tout aussi réel. La guerre ne disparaît pas, mais elle devient plus lisible. Les rotations mieux planifiées, les permissions plus régulières et les communications plus stables réduisent le sentiment de chaos. La peur diffuse laisse place à une fatigue organisée plus supportable sur la durée. Cette prévisibilité relative n'efface pas les risques, mais elle permet aux proches de se projeter à court terme, ce qui constitue déjà un gain psychologique important. Dans les centres urbains, notamment chez les jeunes, une autre transformation s'opère. Voir les forces nationales agir de manière continue, sans dépendance visible des Sambelit-Kisid à des appuis extérieurs, alimente une forme de fierté civique prudente. Cette perception ne repose pas sur des discours officiels, mais sur l'observation répétée d'une capacité à tenir. Elle nourrit un sentiment d'appartenance et renforce l'idée que la sécurité n'est pas uniquement l'affaire des institutions, mais aussi celle d'une société qui accepte l'effort collectif. Pour ces différents groupes, l'enjeu n'est pas de comprendre la doctrine militaire, mais d'en ressentir les effets concrets. La stratégie ne devient crédible que lorsqu'elle améliore, même modestement, la qualité de vie. C'est à ce niveau que se joue une partie essentielle de la durabilité. Une population qui perçoit des bénéfices tangibles est plus encline à supporter les contraintes et les sacrifices. Ainsi, la question se déplace encore. Il ne s'agit plus seulement de savoir si la pression fonctionne, mais si elle continue à produire des améliorations perceptibles pour ceux qui vivent au quotidien avec ses conséquences. Pour que les acquis de décembre 2025 ne restent pas un moment exceptionnel, mais deviennent une base durable, une feuille de route opérationnelle s'impose, structurée en étapes claires, avec des responsabilités identifiables et des critères de suivi précis. La première priorité concerne la rotation des forces. Les unités engagées dans la continuité doivent être relevées plus fréquemment, non pour réduire la pression sur l'adversaire, mais pour préserver la capacité interne. L'indicateur clé n'est pas la durée d'engagement, mais la constance de l'efficacité après chaque cycle. La deuxième étape porte sur la logistique. Les axes rouverts doivent être consolidés par des points de ravitaillement avancés, suffisamment proches pour soutenir la vitesse, mais assez sécurisés pour éviter toute rupture. Une stratégie fondée sur le mouvement ne tient que si l'approvisionnement précède l'action. Ici, la mesure pertinente n'est pas le volume transporté, mais la continuité des flux sur la durée. Vient ensuite l'intégration civile. Dès qu'un seuil minimal de sécurité est atteint, les administrations locales doivent revenir en parallèle des forces. Écoles, services de base et gestion territoriale matérialisent le passage de l'action militaire à la vie ordinaire. Sans ce relais, la pression retombe et le vide réapparaît. La sécurité ne devient crédible que lorsqu'elle se transforme en service concret. Un autre pilier concerne l'espace informationnel. Lutter contre les rumeurs, expliquer les opérations et maintenir une pédagogie constante limite l'érosion de la confiance. Ibrahim Traoré insiste sur ce point. La sécurité se joue autant dans les perceptions que sur le terrain. Le critère d'évaluation n'est pas le silence, mais l'adhésion minimale. Enfin, la coordination régionale demeure essentielle. Empêcher les replis transfrontaliers exige une synchronisation avec les pays voisins. Cette feuille de route ne promet pas une victoire rapide, mais une discipline collective. Tenir le rythme ici signifie durer sans se perdre. Le fil qui relie toutes ces étapes ramène au terrain, là où la stratégie cesse d'être une abstraction. Dans les villages de l'Est, le changement le plus souvent évoqué n'est ni une victoire militaire, ni un chiffre spectaculaire, mais un silence nouveau. Non plus celui de la peur, mais celui du repos. La nuit redevient un moment ordinaire et le bruit d'un moteur ne provoque plus systématiquement l'alerte.
Ce détail, ailleurs banal, concentre ici l'essentiel du basculement. Les soldats et les volontaires partagent cette même fatigue ordonnée. Les permissions sont mieux anticipées, les appels plus réguliers, et l'incertitude permanente laisse place à une tension maîtrisée. Cette rigueur, voulue et assumée, dépasse le cadre militaire. Elle se diffuse dans la société comme une discipline collective, où chacun comprend que la sécurité n'est plus un service lointain, mais une responsabilité partagée. Dans ce climat encore fragile, la parole portée par Ibrahim Traoré trouve un écho particulier. Il ne s'agit plus de promettre une paix immédiate, mais de reconnaître le chemin parcouru. La constance remplace la gloire, l'endurance se substitue au triomphe. Le pays n'a pas gagné la paix, mais il a repris la maîtrise de son temps. Une phrase circule alors, simple et tenace. La victoire commence quand la peur cesse d'être une habitude. À ce stade, le récit ne se referme pas sur une victoire proclamée, mais sur une question collective. Ce qui se joue au Burkina Faso dépasse un moi, une doctrine ou un nom. Il s'agit de savoir si une société peut transformer la résistance en horizon sans céder à l'usure ni à l'illusion. La stratégie de continuité a montré qu'elle pouvait déplacer la peur, rouvrir des routes et redonner du temps à l'État. Elle n'a pas encore prouvé qu'elle pouvait, seule, bâtir l'avenir. Dans les discours récents, Ibrahim Traoré parle moins d'ennemis que de responsabilités partagées. La sécurité n'est plus présentée comme une promesse descendante, mais comme une construction quotidienne, portée par des soldats, des volontaires, des familles et des citoyens ordinaires. Cette approche ne cherche pas l'approbation extérieure immédiate, mais la cohérence interne, celle qui permet de tenir quand l'attention du monde se détourne. La suite dépendra de gestes modestes mais répétés. Maintenir la cohésion, protéger les axes vitaux, soutenir les services civils, accepter une fatigue organisée plutôt qu'un chaos subi. Aucun de ces éléments ne garantit le succès isolément. Ensemble, ils dessinent une méthode plus qu'un slogan. Reste alors une interrogation simple et inconfortable. Si la constance devient la vraie mesure du courage politique et social, combien de temps une nation peut-elle tenir sans renoncer à ce qu'elle est en train de reconstruire?